Supplémentaires vont être déboursés pour le rachat des maisons par l'État. Pour le rachat des maisons, je vous dire, il faudrait peut-être arrêter de dépenser de l'argent sur le rachat de ces maisons au Boucholeur, qui n'a aucun sens. Autant c'était bien sur Charon, autant au Boucholeur, c'est une aberration. J'ai demandé personnellement, j'ai écrit avec le maire d'Yves, j'ai écrit à tous les gens de la zone de ne pas se précipiter pour vendre, d'attendre les résultats définitifs, parce que le jour où l'État a acheté ces maisons, l'État est incapable de nous dire ce qu'il va en faire de ces maisons. Donc on a un vrai problème là-dessus. Donc c'est ce que vous conseillez, vous, aujourd'hui, aux victimes de Cynthia, gardez votre maison. Bien sûr, gardez ces maisons parce qu'on va savoir les protéger. Moi, je préférerais effectivement que l'État mette de l'argent actuellement dans la réfection de la digue de la LPO, parce que cette digue, enfin ce cordon dunaire n'a pas été entretenu. Et puis on voit arriver les grandes marées. Avec une marée de 80, l'eau est passée par-dessus et on va se retrouver dans cette situation alors que l'État va dépenser des centaines et des centaines de millions. Moi, je préférerais qu'ils les mettent dans des digues et des protections dont on a besoin, alors qu'on ne connaît même pas les règles de financement de ces ouvrages. Dans votre commune, Châtelaillon, le plan communal de sauvegarde existe désormais. À quoi ça sert un plan de sauvegarde communal ? Le plan de sauvegarde communal, un plan communal de sauvegarde, ça sert à écrire toutes les procédures, à définir toutes les procédures de sauvegarde en fonction des risques naturels ou technologiques, etc. Donc on commence par identifier la nature des risques, leur niveau, naturellement pour nous c'est la submersion ou la tempête, principalement, mais il peut y en avoir d'autres. Et donc, à partir de ces procédures, on en déduit des actions et des fiches de poste, alors soit pour les élus, soit pour les services communaux. Pour réagir beaucoup plus vite. Pour réagir. Et puis, on en déduit aussi un document d'information communale. C'est-à-dire que il suffit pas que les élus ou les services communaux ou les services de secours sachent ce qu'ils ont à faire. Il faut aussi informer les habitants du risque et de la manière de s'en protéger. Et ça, c'est aussi important que les mesures. Et voilà, c'est cet ensemble qui est en cours. Nous l'avons remis à la préfecture, mais d'autres communes le font. Le préfet l'a imposé dans toutes les communes. Et je crois que c'est important que cette culture du risque reprenne sa place dans nos populations. C'est pas parce qu'on a un risque qu'on est en danger. Mais pour ne pas être en danger, il faut savoir s'en protéger. C'est le but du plan communal de sauvegarde et du document d'information communal. À vous écouter depuis le début de cette émission, vous êtes heureux que la gestion Borloo de cette crise soit terminée, qu'on passe à autre chose? Oui, parce que ça a été... et c'est un peu le problème dans notre pays. C'est vrai, quand un directeur de cabinet s'empare du pouvoir, c'est dramatique. Heureusement, on a en face de nous aujourd'hui... Mais je critique pas M. Borloo qui a essayé finalement d'y comprendre quelque chose. On a en face de nous Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui est une ingénieure. Alors évidemment, je ne fais pas la promotion des ingénieurs, mais qui est ingénieur et qui a cette rationalité et qui a bien compris que l'État était allé beaucoup trop loin. Alors avant de clore cette page, Cynthia, sachez que France 3 Poitou-Charentes diffusera dans un mois, le samedi 26 février, dans le journal du Midi, un reportage qui fait justement le point sur la gestion politique de l'après Cynthia. Voici un extrait de ce magazine signé Olivier Rioux. Pour bien comprendre, il faut revenir à la séquence présidentielle de l'après Cynthia. Nicolas Sarkozy sur place n'en revenait pas. Comment, à notre époque, pouvait-on se noyer dans son salon? Incompréhensible. Devant les sinistrés, la solidarité de l'État allait fonctionner. Pourtant, en toile de fond, une question se posait. Pourquoi, sur les deux départements, 100 000 maisons avaient-elles été construites en zone inondable ces 10 dernières années? Les jours suivants, le ministre de l'écologie, les conseillers, les chefs de cabinet, les préfets cafouillèrent. Il faut tout raser, disaient certains. D'autres rappelaient qu'il y avait déjà des zones rouges inconstructibles. Et puis, il y eut les fameuses zones noires. Elles se transformèrent très vite d'ailleurs en zones de solidarité, question de sémantique. Voilà, l'intégralité de ce reportage diffusé donc à midi le samedi 26 février prochain. Jean-Louis Léonard, on vous a vu main dans la main avec votre collègue député et maire de La Rochelle, Maxime Bonneau, sur ce dossier Cynthia. Vous l'êtes beaucoup moins sur le dossier de la nouvelle prison. Faut dire que Maxime Bonneau ainsi que les syndicats de gardiens de prison, les avocats, le bâtonnier, préféreraient l'option Dompierre, avec un argument de choix, la proximité géographique de La Rochelle. Vous, ainsi que Dominique Bussereau, vous préférez l'option Fontenay, près de Saint-Jean-d'Angély, en plein dans votre circonscription. Quel est l'argument principal de votre dossier préféré? Je vais corriger un petit peu. Corriger. Tout d'abord, on ne peut pas placer les deux sujets au même niveau. Le pénitentiaire, c'est un projet futur, etc.
Pour Xintia, avec Maxime Bonneau, nous avons décidé de mettre à plat nos différences politiques et c'était l'intérêt public. L'intérêt général d'abord, et je crois que nous avons bien fait de travailler. On a eu plutôt du bon résultat. C'est aussi l'intérêt général pour la prison. Oui, alors l'intérêt général pour la prison, c'est un peu différent. Là, bon, il y a des chamailleries. Je ne soutiens pas le projet de Fontenay. Pour deux raisons. C'est pas parce qu'il n'est pas dans ma circonscription, il est dans la 3e circonscription de Charente-Maritime, mais je ne le soutiens pas, de même que je ne soutiens pas forcément le projet de Dompierre, mais pour des raisons différentes. Mais je ne suis pas un combattant contre ces projets. Chacun le défend, et puis c'est la raison qui l'emportera. C'est pas un combat droite-gauche. Non, pas du tout, non, pas du tout. C'est un combat de logique. C'est vrai que le principal de l'activité judiciaire se situe au nord du département, et je trouve qu'il serait plutôt judicieux d'amener, de mettre ce pénitencier au nord du département, qui lui est également plus accessible, parce qu'il y a des règles d'accessibilité pour un pénitencier, et je suis pas sûr que le camp de Fontenay soit des plus accessibles. Et maintenant, Dominique Bussereau pense que c'est de l'aménagement du territoire, et bon, on verra bien s'il gagne. C'est vrai qu'il faudra faire de gros aménagements. Quant à Dompierre, le projet Rochelet de Dompierre, ça me paraît un peu maladroit d'aller chercher dans une agglomération où on manque complètement d'espace, d'aller prendre un tel espace pour mettre un pénitencier. Je pense pas que ce soit très judicieux. Donc on a trouvé une solution médiane avec d'excellents accès. Le pays d'Onis, donc entre La Rochelle et Niort, a présenté, la communauté de communes de Courson a présenté un projet. Je pense que ce projet répond à tous les critères. Et puis maintenant, le ministère choisira. Je ne serai pas un grand combattant de ce projet. Autre dossier important pour Châtelaillon, celui de l'hippodrome. Vous avez décidé d'en faire un champ de course national et non plus régional, et qui sera spécialisé dans le trot. Est-ce qu'il y a une véritable demande pour un tel équipement, d'une part, et combien cela va-t-il coûter d'autre part? Il y a une très forte demande, Vous savez, on s'est interrogé pendant des années. C'est vrai que j'avais le choix entre condamner définitivement l'hippodrome, qui ne pouvait plus fonctionner comme ça, ou en faire un hippodrome de renommée nationale. Donc on s'est concerté avec l'ensemble des partenaires, à l'époque la région, le département, la communauté d'agglomération, et puis de cette étude il est ressorti que c'était intéressant, que c'était structurant pour l'agglomération et pour le département d'en faire un hippodrome national. Donc ce choix a été fait vraiment collectivement, c'est-à-dire on voit bien dans le financement que toutes les collectivités amènent leur écho, et pas négligeable, à ce projet. Au-delà de ça, naturellement, c'est un projet qui est difficile, mais qui est rendu difficile surtout par des tas de tergiversations. C'est vrai que nous sommes en bordure d'un marais que nous avons protégé, que depuis des années j'ai mis en réserve naturelle, etc. Et pour une consommation d'espace relativement faible, dans une zone qui n'est même pas elle-même en zone protégée, on m'impose des procédures qui sont énormes, 3 ans de retard, parce qu'effectivement, le déplacement des grenouilles prend beaucoup d'espace dans une procédure, dans un dossier aussi important. Quant au coût, eh bien, ma foi, c'est un projet de 10 millions d'euros au total, qui n'est pas considérable par rapport à un projet aussi structurant. Est-ce que ça va augmenter les impôts locaux? Mais pas du tout, parce que la condition, les gens, la condition sine qua non, effectivement, c'est que ça ne pèse absolument pas sur le fonctionnement de la commune, et ça ne pèsera absolument pas sur le fonctionnement. Et donc de la commune. vous allez transformer des terrains en terrain constructibles, c'est ça? Oui, il y a une petite partie, effectivement, des terrains que nous avons récupérés de l'hippodrome qui va être transformable en terrain constructible et qui viendront financer la participation de la commune à cet hippodrome. Alors une épine du pied vous a été retirée, à savoir la non-suppression de la CRS 19. Selon nos confrères de Sud-Ouest, vous seriez à l'origine de cette bonne nouvelle grâce à un entretien que vous avez eu avec Brice Hortefeux, le ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance, outre le fait qu'on approche des cantonales? Je crois qu'on a rendu beaucoup là-dessus. Je pense qu'effectivement, je suis intervenu surtout pour m'assurer que on était dans la continuité de ce que m'avait promis Michel Alliot-Marie il y a quelques années. Bon, de cette CRS 19, effectivement, elle est importante. Alors, on parlait de sa suppression. En fait, je suis allé m'assurer auprès du cabinet de Brice Hortefeux, c'est le directeur de cabinet que j'ai rencontré, parce que c'est important, et qui m'a garanti, effectivement. Pourquoi vous avez dit oui à vous et non aux autres? Ou à d'autres? Je crois qu'on m'a dit oui. Pourquoi? C'était pas politique. On m'a dit oui parce que il y avait une logique dans ce dossier, parce que j'ai défendu la logique du maintien de la CRS 19 à La Rochelle, en accord avec Maxime Bonneau. D'ailleurs, bon, j'étais tout seul au cabinet, mais il aurait pu venir avec moi, c'était pareil. Et donc, je considérais comme responsable, comme un vice-président de l'agglomération de La Rochelle, indispensable que la CRS reste là. J'ai été entendu, effectivement. Je pense pas que mon intervention a été aussi déterminante qu'on veut bien le dire. Tant mieux, monsieur, on me le prête, tant mieux. Mais je n'ai fait que mon travail dans cette affaire. J'ai été entendu au cabinet de Brice Hortefeux, tant mieux. Dominique Bussereau a déclaré que l'affichage d'une étiquette politique, c'est la chose à ne pas faire dans les cantons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'étiquette UNP est à ce point un fardeau aujourd'hui?
Non, mais non. Vous savez, dans certains pourquoi ne cas, pas être socialiste, c'est difficile aussi. Dans certains cantons où on voit un vice-président de la région qui n'est pas socialiste soutenu par la présidente de la région, alors que le candidat socialiste lui-même ne l'est pas. Vous savez, c'est pas facile d'être socialiste dans le canton de Rochefort, dans le canton sud de Rochefort aujourd'hui. Bon, quelque part, effectivement. Mais le problème, il n'est pas là. Il n'est pas de savoir qui est qui. Il est de savoir. Quand même, on appartient à une famille politique, pourquoi ne pas le dire? Non, mais ce qu'on va faire, si vous voulez, dans un département, et quand il y a une majorité départementale qui est pluraliste, elle est extrêmement pluraliste. Il n'y a pas que des gens de l'UMP, il y a même des gens qui sont plutôt radicaux de gauche, qui sont plutôt centre-gauche, qui appartiennent à cette majorité, qui la défendent. Non, je pense qu'une majorité départementale, c'est ce que nous avons toujours fait dans ce département. J'ai été élu, moi, conseiller général en 88, sur le canton le plus à gauche. Donc ça veut bien dire que l'électeur dans une cantonale attache beaucoup d'importance à la personnalité du candidat, et que c'est cette personnalité du candidat, le travail qu'il a fait ou le travail qu'il va y faire, qui est le plus important, Jean-Louis Léonard, bien au-delà de son état. Il nous reste 20 secondes. Est-ce que vous allez participer à la campagne des cantonales et pensez-vous que la droite peut perdre la Charente-Maritime? On peut toujours, c'est une élection, on peut toujours perdre, mais très sincèrement, je suis persuadé qu'on va gagner. Merci beaucoup Jean-Louis Léonard d'avoir accepté notre invitation. Pour voir ou revoir cette émission, bien c'est très simple, notre site internet poitou-charente@france3.fr ainsi que notre page Facebook. La semaine prochaine, c'est Albert Rouet, archevêque de Poitiers, qui sera l'invité de La Voix est libre la veille de son départ à la retraite. Il reviendra sur les moments marquants de son ministère à Poitiers ainsi que sur son parcours d'homme d'église, un parcours qui a débuté en 1963. Je vois que ça vous plaît beaucoup, vous allez regarder l'émission. Ah, je la regarderai, c'est sûr. Merci beaucoup pour leur place à l'actualité régionale avec le journal de la mi-journée présenté par Marie-Ange Christofari. Excellente journée à toutes et à tous.